Bonsoir à tous, bienvenue au Billet Talk du mois de juin. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Léopoldine Marie-Andja qui va nous exposer en fait le thème sur les indicateurs de performance. Déjà, on va apprendre grâce à Léopoldine qu'est-ce que c'est un indicateur de performance, comment identifier un indicateur de performance, quels critères en fait pour le choix des indicateurs de performance pour obtenir quels résultats. Donc, merci beaucoup Léopoldine d'avoir accepté notre invitation. Pour la petite histoire, je vais te présenter. Donc, Léopoldine Andja, elle cumule 5 années d'expérience dans le secteur industriel et des prestations de services. Elle est diplômée de la grande école CESAC Business School. Et aujourd'hui, Léopoldine est business analyst, mais elle porte plusieurs casquettes. Elle est aussi contrôleur de gestion et elle évolue dans le secteur de l'agroalimentaire. Donc, bienvenue Léopoldine, merci encore d'avoir répondu présente à notre invitation. Je pense que c'est le moment pour moi de te passer la parole. Donc, je remets juste tes slides et je te laisse commencer. Alors, bonsoir à tous et à chacun. Merci à Nadège pour l'invitation et merci aussi à vous d'avoir répondu présent pour cet échange-là. On va essayer ensemble de comprendre de ce que c'est que les indicateurs de performance, mais également, je vais aussi apprendre de vous par rapport à ce que vous allez partager également. Donc, ici, on va dérouler le thème de notre séance de ce soir. Ce sont les critères pour le choix des indicateurs de performance. Et comme plan, on va avoir la définition d'un indicateur de performance, l'expression des indicateurs de performance, les composantes d'un objectif, l'utilité, l'application, la fiche signalétique et tableau de synthèse, des types, un cas pratique et ensuite la conclusion. Alors, en définition, c'est quoi un indicateur de performance? On dit qu'un indicateur de performance ou encore Key Performance Indicator, c'est une métrique, c'est-à-dire une donnée chiffrée qui permet d'évaluer l'efficacité d'une action par rapport à un objectif. Je tiens à insister sur la partie métrique, donnée chiffrée par rapport à un objectif. Et donc, selon le BABOP, on nous dit qu'un indicateur identifie une mesure numérique spécifique. J'insiste encore sur le mot spécifique qui représente le degré de progrès vers l'atteinte d'un but et d'un objectif. Donc, on a encore la notion d'objectif qui revient. Et en dernier point, comme deuxième définition du BABOP, on nous dit qu'un indicateur, c'est destiné à mesurer la progression vers un but ou un objectif stratégique. Donc, vous voyez qu'il y a des mots qui reviennent. La mesure, qui est le mot qui revient, et également l'objectif. Alors, c'est quoi une mesure? Une mesure, c'est un niveau quantifiable d'un paramètre qu'une organisation utilise pour mesurer les progrès. Ensuite, en définition plus haut, j'avais parlé de la métrique. C'est quoi une métrique? Une métrique, c'est un élément quantifiable dérivé d'une ou plusieurs mesures et qui est utilisé pour suivre le statut d'un processus spécifique. Donc, vous voyez que mesure et métrique, je dirais qu'il y a un mot qui les relie, c'est le mètre, c'est-à-dire la mesure, une distance ou si vous voulez, une évaluation. Également, je voudrais signifier qu'une métrique devient un KPI s'il est relié à une valeur cible, c'est-à-dire s'il est relié à un objectif. Donc, si on n'a pas d'objectif précis, en ce moment-là, on ne peut pas parler d'indicateur de performance. On reste toujours sur le terme métrique ou encore mesure dans certains cas. Je donne ici un exemple. Le taux de désabonnement. Ici, il s'agit d'une métrique qui est composée de deux mesures. La première mesure, c'est le nombre total de clients. Et la deuxième mesure, c'est le nombre total de clients qui interrompent un service. Vous voyez que là, en termes de mesure, j'avais dit plus haut que c'est un niveau quantifiable d'un paramètre.
Et quels sont les paramètres qui interviennent dans le taux des désabonnements? Naturellement, c'est le nombre de clients. Le nombre de clients et également le nombre de clients qui interrompent un service. Parce qu'un client qui n'interrompt pas un service ne peut pas être pris en compte dans le taux de désabonnement. Et on va parler de l'expression des indicateurs. Comment est-ce qu'un indicateur clé s'exprime? En général, un indicateur s'exprime de diverses façons. Il peut prendre la forme d'un nombre, c'est-à-dire c'est la chose la plus simple. Ça peut être un volume, une durée, sur combien de temps, un délai, par exemple le taux de rotation, montant, un coût, un bénéfice, etc. Et on a un ratio. Le plus courant, très généralement, les gens utilisent les ratios pour exprimer une performance. Exemple, un taux de disponibilité, un taux de satisfaction client, un taux de fidélisation, un pourcentage de part de marché, etc., etc. Le ratio, ça peut traduire plusieurs choses à la fois. Une efficacité, c'est-à-dire le rapport entre le résultat qui a été obtenu et les objectifs qui avaient été définis dès le départ. Ensuite, une efficience, le résultat obtenu et les moyens qui ont été engagés. Est-ce que les moyens que j'ai engagés m'ont permis d'atteindre un certain résultat? Ensuite, une rentabilité, un bénéfice, un investissement. Est-ce que les investissements que j'ai mis en place m'ont permis de pouvoir atteindre le bénéfice que je souhaitais? Et en dernier point, par exemple, un niveau de qualité. J'ai produit peut-être 100 téléphones portables. Sur les 100 téléphones portables, quels sont les défauts qui ont été cités par rapport au nombre de téléphones qui ont été produits? Ensuite, j'avais insisté sur la notion d'objectif. Mais quelles sont les composantes d'un objectif? Le premier point, c'est la valeur initiale. Pourquoi la valeur initiale? Parce que naturellement, pour passer d'un point A à un point B, il y a forcément un départ. Et donc, c'est le départ qui nous permet de pouvoir atteindre un progrès. Pour pouvoir faire un changement, pour pouvoir atteindre un progrès, il faudrait absolument qu'il y ait un point de départ. Donc, quand on veut se fixer des objectifs, il faut tenir compte du point de départ. Et ici, c'est comme je l'ai mis sur le slide, la référence avant la mise en œuvre de la stratégie, le plan d'action. Et pour pouvoir ficeler ça, naturellement, il faut prendre en compte l'environnement qui sied à l'instant T. Par exemple, très généralement, les entreprises font les bilans de fin d'année, bilan de fin d'année de l'année 2021. Le bilan va nous permettre de pouvoir fixer le progrès qu'on voudrait atteindre en 2022. On ne peut pas fixer un intérêt à N+, si on ne tient pas compte de N ou encore même de N-1. Ensuite, il y a la finalité. Quel est le but qu'on recherche? Quelle est l'amélioration qu'on voudrait avoir? Quel est le problème qu'on voudrait maîtriser? Qu'est-ce qu'on voudrait atteindre en fait? Donc, naturellement, objectif, ça veut dire qu'il y a une finalité qu'on voudrait atteindre. Et ensuite, il faut tenir compte de ce que j'avais dit plus haut, de la métrique, c'est-à-dire de la mesure. Un indicateur, naturellement, nous permet de mesurer quelque chose. Mais pour mesurer, il faudrait qu'il y ait un élément qui nous permet, si par exemple, moi je dis que je veux développer mon portefeuille clientèle. Bon, développer mon portefeuille clientèle, par rapport à quoi? Quel est l'élément qui va me permettre de pouvoir mesurer mon objectif, qui va me dire que voilà, j'ai développé mon portefeuille clientèle ou pas? Et ensuite, quelle est la valeur à atteindre? Également, si je veux développer mon portefeuille clientèle, qu'est-ce que je vais atteindre? Est-ce que je veux pouvoir avoir 100 clients, par exemple, pour une banque? Est-ce que je veux pouvoir avoir 100 clients grandes entreprises en plus, 50 clients particuliers ou etc. en plus? Ou encore, est-ce que je voudrais peut-être signer des partenariats avec d'autres banques, etc., etc. Donc, il faut tenir compte de la valeur cible. Pour un pilotage efficace de la performance, il y a un seul mot d'ordre, c'est de définir des indicateurs cohérents avec des objectifs qui sont SMART. Je suppose que plusieurs parmi nous ont naturellement entendu le mot SMART. Le mot SMART, c'est un mot qui est vraiment revenu ces dernières années en termes de management. Maintenant, que signifie le mot SMART? Le premier point, le S, c'est-à-dire spécifique. Et spécifique, ça veut dire définir précisément quant à ce qui doit être fait par qui et comment. Plus il y a, tout à l'heure, je disais que qu'est-ce qu'on veut atteindre? Comment est-ce qu'on voudrait atteindre? Quel est le point de départ? Quel est le point d'arrivée qu'on souhaiterait? Donc, il faudrait qu'en termes de performance,
il y a la notion de spécificité qui est très importante. Quand il y a des choses approximatives, naturellement, tout ce qui est approximatif, c'est difficile de pouvoir performer sur ce qui n'est pas assez clair. Donc, le mot spécifique, un objectif, il faudrait que ce soit vraiment très clair et spécifique. Ensuite, mesurable, c'est-à-dire dont la quantité et la qualité doivent pouvoir être évaluées de façon précise. Est-ce que l'objectif qui a été mis en place avec les éléments qui ont été inclus dans l'objectif, ça nous permet de pouvoir le mesurer? Donc, je vais donner l'exemple du portefeuille clientèle. Quelqu'un qui dit qu'il veut augmenter son portefeuille clientèle, bon, c'est pas mesurable. C'est pas mesurable parce qu'il n'y a pas d'élément qu'on peut quantifier. Par exemple, tu veux augmenter ton portefeuille clientèle de combien de pourcents? Est-ce que c'est 10%? Est-ce que c'est 20%? Est-ce que c'est 30%? Parce que si ce n'est pas mesuré, si ce n'est pas spécifié, ce n'est pas mesuré, quelqu'un, si c'est 1%, c'est aussi une augmentation, hein. Mais je ne pense pas qu'une entreprise voudrait augmenter son portefeuille clientèle ne serait que d'1%. Donc, vous voyez que la notion de mesure est très importante dans la définition des objectifs. Ensuite, on parle d'acceptables, c'est-à-dire qui sont atteignables et acceptés. Une entreprise qui voudrait atteindre un point A, par exemple une start-up qui vient de pénétrer peut-être le marché de la Côte d'Ivoire ou encore le marché de l'Afrique de l'Ouest, ne peut pas avoir une prétention déjà de pouvoir se positionner en moins de 3 mois ou en moins de 6 mois sur le marché de l'Afrique. C'est difficilement atteignable pour la simple raison que est-ce que ça tient compte de la réalité aussi? Et ça m'envoie en même temps à l'aspect réaliste. C'est-à-dire qu'un objectif, ça doit être réaliste. C'est bien d'avoir de bons objectifs, c'est bien d'avoir de bonnes ambitions, mais est-ce que ces objectifs-là tiennent compte de la réalité? Parce que si ça ne tient pas compte également de la réalité, ça sera difficilement atteignable. Et on parle en dernier point de temporellement défini, c'est-à-dire défini et délimité dans le temps. On veut accroître notre clientèle, mais on veut accroître notre clientèle sur combien de temps? Est-ce que c'est 2 mois? Est-ce que c'est 4 mois? Est-ce que c'est 6 mois? La notion du temps est très importante en matière de performance parce que ça nous permet de pouvoir réévaluer si besoin est l'objectif ou pas. Donc, un objectif qui n'est pas délimité dans le temps, si par exemple, moi je dis je vais accroître mon portefeuille clientèle et que je ne le définis pas dans le temps, si c'est dans 10 ans, est-ce que véritablement c'est performant? Je ne pense pas. Une entreprise qui met 10 ans avant d'avoir 100 clients, bon, ça laisse à désirer en termes de performance. Maintenant, quelle est l'utilité et l'application? Léopoldine, oui? Je pense qu'il y a Gilles Kwame qui a une question pour toi. Donc, Gilles, tu peux D'accord. poser ta question maintenant. OK. Allô? Bonsoir. Oui, allô, tu m'entends? Oui, je t'entends bien, Gilles, vas-y. Allô? Allô, je t'entends, hein? Ok, Léopoldine, bonsoir. Oui, ok, d'accord, merci beaucoup. En fait, j'ai voulu un peu plus savoir, en fait, il y a la partie réaliste que tu expliquais. Je me demande, hein, c'est juste pour toujours mieux comprendre, est-ce que le caractère réaliste ici, j'ai vu que tu as mis envisageable, est-ce que cette notion-là est basée sur les ressources, bon, du moins, est-ce que c'est basé sur les ressources que celui-là qui porte l'initiative ou pilote l'action doit vérifier, ou c'est juste basé sur le fait que on ne pourrait peut-être pas, peut-être de façon précoce, faire quelque chose, en fait? C'est ce que je demande. Je ne sais pas si tu m'as compris. Bon, je vais essayer, je vais voir Allô? si j'ai vraiment bien compris. Tu m'as demandé, est-ce que le caractère envisageable, ça Allô? se base sur... Oui, allô? Est-ce qu'on s'entend? Est-ce qu'il m'entend? Allô, Gilles? Allô? Oui, je t'entends là. Je Tu m'entends bien? Voilà. Tu as demandé oui, si oui, le je t'entends bien caractère maintenant. envisageable, ça se base sur les ressources. Voilà, sur les ressources. Et c'est ça, non, c'est bien ça, si j'ai bien compris la question. Allô?
Il y a des coupures. Hein. Est-ce que tu peux répéter la phrase? Parce que j'ai pas Gilles, Voilà, elle demande, est-ce qu'elle a bien rephrasé en fait ta question? Donc, c'est la reformulation que je n'ai pas entendue. Voilà, tu as demandé si le caractère envisageable, ça se base sur des ressources. Sur la personne qui doit piloter, doit se baser sur des ressources. On se dit que voilà, les ressources présentes, ou bien on se dit que c'est les actions précoces, une action qui vient rapidement, c'est une action précoce, en fait. Non, on ne peut pas dire qu'une action qui vient rapidement. Là, parce que tu as donné un exemple. Vas-y. Allô? En fait, tu as donné un exemple, hein, c'est juste pour comprendre avec l'exemple que tu as donné. Tu as dit, par exemple, une peut-être start-up ou bien une entreprise qui se lance peut-être dans un délai court, qui vise peut-être un taux assez élevé, peut-être qu'il va au-delà du côté réaliste. Je me dis, est-ce que c'est pas, on ne doit pas peut-être fixer le réalisme plutôt en termes de comparaison, en fait, en fonction des ressources qu'on a pour peut-être aller sur un objectif, plutôt qu'en termes de objectif peut-être précoce, en fait. Je ne sais pas si je comprends. Oui, on peut se baser sur je parle de l'exemple que tu as donné pour mieux comprendre ce que tu as dit. Oui, justement, j'en viens. On peut se baser sur les ressources disponibles. Sur les ressources. Je prends un exemple simple. Peut-être une compagnie d'assurance qui veut venir pénétrer le marché de la Côte d'Ivoire. Sur le marché de la Côte d'Ivoire, il y a des assurances qui sont là depuis un certain nombre de temps. Et vous savez que très généralement, quand une entreprise, par exemple, doit venir sur un secteur, la concurrence également est présente. Donc, si on doit se fixer un délai, naturellement, on tient compte des ressources. Plus on a des moyens, plus ce serait plus facile de pouvoir atteindre. Mais les moyens, est-ce que ça suffit seulement pour pouvoir atteindre un certain nombre, une certaine performance? Parce qu'il y a aussi l'environnement. Il faut aussi tenir compte de l'environnement, en fait. Ce que j'ai voulu expliquer, c'est que l'environnement aussi compte pour pouvoir fixer des objectifs. Voilà. Si on va revenir là-dessus, mais je veux qu'on retienne que les ressources de base, c'est important de tenir compte des ressources de base parce qu'une entreprise qui a un capital de 10 millions ne peut pas vraiment avoir peut-être une performance aussi facilement, hein, c'est possible, mais aussi facilement d'une entreprise qui a peut-être un capital de 2 milliards. Ça, on se base là-dessus. Mais également, l'environnement compte. Donc, il faut toujours tenir compte de l'environnement, tenir compte de la concurrence, tenir compte aussi de tous les paramètres qui rentrent en jeu dans la performance. Voilà. OK, merci beaucoup. Hein, merci beaucoup. Donc, je continue. Allô? Oui, allô? Il y a une autre question? Oui, il y a une question de Christian. D'accord. Oui, c'était juste pour pouvoir bien faire, parce que bon, là, c'est un peu flou pour moi, la distinction entre la case acceptable et la case réaliste, parce que j'ai une certaine confusion entre les deux. Les deux notions me semblent très proches et je n'arrive pas à savoir ce qui fait la différence entre ce qui est acceptable comme objectif et ce qui est réaliste, parce qu'on a parlé d'atteignable au niveau de la case acceptable. Donc, je voyais ça un peu comme réaliste. J'aimerais avoir une précision. Une différence. Bon, déjà, en termes d'acceptable, acceptable aussi et accepté. Vous voyez qu'il y a une partie qui est atteignable et acceptée. Donc, j'avais expliqué également la notion d'accepter. Je vais revenir sur la notion déjà d'accepter. Accepter, ça tient compte des parties prenantes aussi, des personnes avec qui seront concernées par les indicateurs. Voilà, donc en termes d'acceptable, est-ce que l'indicateur qui a été proposé ou est-ce que l'objectif qui a été proposé est accepté déjà des parties prenantes? Parce que si jamais, je donne un exemple simple, on met en place un indicateur pour pouvoir augmenter peut-être le nombre de produits, la production. Si la direction n'est pas d'accord pour augmenter la production, bon, déjà le niveau acceptable, ce n'est pas possible. Parce qu'il y a des parties prenantes qui rentrent en ligne de compte là-dedans, en fait. Maintenant, au niveau réaliste, c'est est-ce que l'objectif qu'on s'est fixé
est-ce que cet objectif-là tient compte de certains paramètres, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure? Est-ce que ça tient compte de l'environnement peut-être social et tout ça? Vous prenez peut-être un pays qui est en griffe à forte consonance de religion peut-être musulmane. Je donne cet exemple-là. Et vous allez vous implanter dans ce pays-là avec pour objectif, un objectif peut-être par rapport à la commune de Yopougon qui est grande consommatrice de la viande de porc. Bon, est-ce que cet objectif-là peut être assez réaliste? Est-ce que véritablement, le fait de s'implanter et faire du saucisson à base de viande de porc, est-ce que c'est possible en fait? Quand on tient compte des paramètres, déjà de la religion, de l'environnement, des aspects sociaux et tout ça. Ce que je voudrais expliquer, c'est que la notion d'objectif, ça tient compte de beaucoup de paramètres. Ça tient compte de pas mal de choses qui rentrent en ligne de compte pour pouvoir définir un objectif qui pourrait vraiment être assez réaliste, qui pourrait vraiment être réalisé. Parce que moi, je ne pense pas qu'un pays, comme je viens de le citer, qui a une consonance à forte religion musulmane, puisse consommer de façon, une bonne quantité à viande de porc. Ce n'est pas possible. Bon, enfin, je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais ce serait vraiment assez un peu compliqué, vu l'aspect déjà social. Voilà. Si, par exemple, on veut des personnes qui veulent faire un projet communautaire dans une région où peut-être que qui est dominé par le christianisme et que ce projet-là qui implique les populations, on le fait un dimanche matin, par exemple. Mais le dimanche matin, on sait que la majeure partie des populations à religion chrétienne, par exemple, vont au culte. Est-ce qu'on pourrait atteindre un grand nombre de participants à ce projet-là, par exemple? Donc, voilà, en termes de réalisme, en termes d'acceptable, c'est déjà les parties prenantes. Est-ce que déjà même les populations vont adhérer? Est-ce que les populations adhèrent à l'idée? Déjà, en termes de réalisme, est-ce que le positionnement en termes de programmation de l'activité, est-ce que ça tient compte des paramètres sociaux, des paramètres environnementaux, etc. Donc, je ne sais pas si c'est un peu plus clair maintenant. Oui, c'est clair, merci. Bon. Donc, l'utilité et l'application des indicateurs de performance. Déjà, comme je l'avais dit, ça permet l'alignement entre la stratégie et l'opérationnel. Chaque année, pour les entreprises, il y a la définition de la stratégie. Voilà ce qu'on voudrait faire, voilà comment est-ce qu'on voudrait progresser, voilà ce qu'on voudrait mettre en place et tout ça. Donc, l'indicateur va permettre de voir si la stratégie qui a été déployée et les opérations sur le terrain, est-ce que ces deux facteurs-là sont en corrélation. Ensuite, d'un point de vue organisationnel, ça permet de mesurer, par exemple, la performance des processus, des progrès qui sont réalisés. Si on a un processus, par exemple, qui a été mis en place pour faciliter ou pour accélérer les signatures de bons de commande, est-ce que le process, la durée a été considérablement réduite, etc. Et pour le domaine opérationnel, ils sont utiles pour apprécier l'atteinte des objectifs, pour le pilotage des plans d'action, pour analyser l'efficacité de la décision et aussi pouvoir faire des actions correctives. Parce que naturellement, les indicateurs de performance aussi, ça permet de pouvoir corriger au fur et à mesure les manquements, les problèmes qu'on rencontre et tout ça. Ils peuvent aussi ils doivent même être rafraîchis au fur et à mesure. Et un dernier point, au niveau individuel et en liaison directe avec les objectifs, ça permet l'implication des collaborateurs dans leur mission. Vous convenez avec moi que très généralement, quand une personne dans les entreprises, une personne qui sait qu'elle sera évaluée en fin d'année, bon, elle va mieux réagir par rapport à quelqu'un qui n'a pas vraiment de compte à rendre parce que tu sais qu'en fin d'année, tu seras noté. En fin d'année, tu dois avoir peut-être une prime de performance. La prime de performance est reliée à ce que tu devrais avoir atteint comme objectif, etc., etc. Donc, en termes de type d'indicateurs, on va deux grands groupes aujourd'hui. Les indicateurs de résultats et puis les indicateurs de suivi ou encore indicateurs de pilotage. Donc, un indicateur de résultat, ça exprime une réussite.
c'est-à-dire c'est relié à un objectif. Ça permet d'apprécier si l'objectif a été atteint ou pas. Donc, l'indicateur de résultat, c'est un constat une fois que l'action est terminée. Voilà. Si on a mis comme indicateur le chiffre d'affaires annuel, donc le chiffre d'affaires annuel, il est déjà là, on le constate. Voilà. Si on a mis comme indicateur un taux d'absentéisme annuel des collaborateurs de X% en matière annuelle, ou encore même si on a spécifié ça sur le semestre, etc. C'est pour ça que la notion de temps est importante. Est-ce que l'indicateur, il part sur le semestre et que c'est un autre objectif, là, ça s'arrête à un semestre? Est-ce que c'est sur 2 ans? Est-ce que c'est sur 3 ans, etc. Et l'indicateur de suivi, ça sert à piloter l'action, à mettre plus de moyens si nécessaire, à ajuster le contenu de l'action. Ça permet aussi d'anticiper, de prendre des décisions avant de constater les résultats. Donc, l'indicateur de pilotage, c'est un levier d'action au service de l'atteinte de l'objectif. Voilà. Donc, si par exemple, on a prévu un site Internet, pour ceux qui, par exemple, font la vente en ligne, s'ils ont prévu vendre tel X nombre de produits sur le plan annuel, comme indicateur, ils peuvent prendre en compte le nombre de personnes qui visitent peut-être le site Internet. Ils peuvent prendre en compte le panier moyen qui a été acheté par jour ou par mois, etc., etc. Voilà. Et ici, j'ai donné un exemple peut-être dans le domaine de l'éducation. Si un cabinet X a pour objectif de permettre à 100 professionnels de réussir à l'examen du TOEFL par an avec un taux d'admission de 80% minimum. Donc, comme indicateur de résultat, on peut avoir le nombre de professionnels inscrits. Parce que là, ils ont un objectif qui est de permettre à 100 professionnels. Si ils ont 50 professionnels qui sont inscrits au total, est-ce qu'ils peuvent atteindre leur objectif? Ce n'est pas possible. Donc, ils doivent avoir au moins 100 professionnels, sinon plus, pour pouvoir atteindre leur objectif. Maintenant, si le taux d'admission est 80% minimum, ça veut dire que soit ils atteignent les 100%, parce que là, c'est minimum, donc ils peuvent atteindre les 100%. Voilà. Donc, c'est en fonction de ça qu'ils doivent piloter. Ensuite, le nombre d'admis à l'examen. Combien de professionnels ont été finalement admis à l'examen? Si c'est 50 professionnels, ils n'ont pas atteint l'objectif. Si c'est 80, ils n'ont pas atteint l'objectif non plus. Le nombre de points de chaque professionnel, parce que je pense que pour ce genre d'examen-là, il y a un nombre de points qui est requis pour pouvoir être admis. Donc, si le nombre de points naturellement des élèves ou des professionnels est en deçà de ce qui est requis, ils ne seront pas admis. Et ensuite, le taux d'admission. Quel taux d'admission est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont atteint les 80%? Est-ce qu'ils ont fait 90% ou est-ce qu'ils ont fait moins? Et en termes d'indicateurs de pilotage, par exemple, quel est le nombre d'heures d'apprentissage de la langue par professionnel? En fonction du nombre d'heures, ils peuvent savoir si le professionnel va atteindre son objectif ou pas. Pour quelqu'un qui doit faire une certification, si, par exemple, tu dois faire 100 heures de boss de façon minimale pour pouvoir passer la certification et que tu as fait que 80, tu ne seras pas admis. Donc, le nombre d'heures, ça peut être aussi un indicateur de pilotage pour voir est-ce que les apprenants s'y mettent vraiment. Le nombre de mots appris par jour, parce que je pense qu'il y a le domaine, le vocabulaire, le nombre de documents que les professionnels ont peut-être traduits par semaine, le nombre de points qu'ils ont obtenus aux examens blancs. Donc, ça peut aider, par exemple, ce point-là, à revoir la méthode d'enseignement pour atteindre l'objectif. Parce que s'il y a un examen blanc, on a prévu 100 professionnels, une admission de 100 professionnels, et qu'à l'examen blanc, on se rend compte qu'on n'a que 50 admis, ça nous permet, nous, de pouvoir revoir la méthode, d'améliorer la méthode pour pouvoir atteindre notre objectif. Et le nombre de professionnels, par exemple, inscrits par mois, s'ils ont prévu par an 100 professionnels et que la formation se déroule sur 3 mois ou 6 mois, en fonction du nombre d'inscrits, parce que celui qui s'inscrit en janvier ne va pas composer avec celui qui s'inscrit en mars. Donc, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Moïse a une question pour toi. D'accord.
D'accord. Ma question se situe au niveau des indicateurs de résultats et de performance. Ma première De question, pilotage. oui, pardon, de pilotage, excuse-moi. D'accord. Donc, pour un objectif, on peut avoir combien d'indicateurs de pilotage et puis combien d'indicateurs de résultats minimum? Je ne peux pas spécifier un nombre minimum parce que ça dépend aussi de comment est-ce que l'objectif a été mis en place, de ce que aussi vous voulez atteindre. Voilà. Donc, c'est en fonction de la définition de l'objectif que vous pourriez mettre en place des indicateurs de résultats ou des indicateurs de pilotage. Et ce qui même est conseillé en général, c'est de ne pas mettre même trop dans le but de se perdre après. Mais on va revenir sur ça un peu plus devant, en fait. Mais on ne peut pas spécifier puisque les objectifs sont assez différents. Tant que c'est utile pour pouvoir atteindre le résultat, moi, je pense que c'est possible de le mettre, quoi. Mais à défaut, quand c'est trop aussi, on peut s'y perdre et puis on peut négliger peut-être un aspect par rapport à d'autres aspects. Donc, ce qui est conseillé, c'est de mettre vraiment en place des indicateurs qui sont très nécessaires pour l'objectif. Vraiment très nécessaires pour l'objectif. Au fur et à mesure, je vais revenir sur certains points. En fait. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, tu gardes ma question pour... D'accord. J'allais compléter très nécessaire et pertinent surtout. Donc, il y a Gilles Kwame aussi qui a une question. D'accord. OK. J'avais laissé une question dans le groupe, là, un peu même avant l'intervention de Moïse. C'était relatif à la slide précédente, mais bon, comme tu n'as pas vu, c'est pourquoi j'ai juste levé la main. Je ne sais pas si tu as vu. Okay. Je lis la question. Un indicateur de résultat peut-il toujours exprimer une réussite? N'est pas peut-être restrictif. Bon, il y a deux questions. Donc, la première, c'est un indicateur de résultat. OK. Dans le slide précédent, j'avais vu que c'était écrit indicateur. Vous m'entendez? Allô? Oui, allô, je t'entends, Gilles. Voilà. C'était écrit qu'un indicateur exprime une réussite. Donc, je me posais en fait la question, est-ce que ce n'est pas un peu restreint d'avoir seulement peut-être une seule valeur que tu as juste écrit là comme ça? Est-ce qu'on ne regarde pas juste une seule face de la pièce en fait? Est-ce que l'indicateur ne peut pas exprimer aussi les deux valeurs, la réussite et aussi l'échec ou peut-être aussi le côté où on n'a peut-être pas atteint les résultats, où on est à un écart type en fait? C'est ce que je demandais. Oui, dans l'explication que je donnais à Moïse, je ne sais pas si c'est vraiment Moïse, j'avais dit que l'indicateur de résultat, ça peut te permettre de savoir si tu as atteint ton objectif ou pas. Est-ce que l'objectif que tu t'étais fixé, est-ce que tu l'as atteint ou pas? Donc, ça veut pas, résultat ne veut pas dire forcément réussite en fait. Voilà, ça ne peut pas forcément dire une réussite. Voilà, ça peut être un échec. Ça peut être une contre-performance, ça dépend. Là, c'est juste un exemple que j'ai donné parce que très généralement, les gens, ils relient le résultat à la réussite. Mais dans la suite, j'avais dit que, par exemple, le nombre de professionnels inscrits, si tu as dit 100 professionnels inscrits et qu'au final, tu n'as eu que 50 professionnels inscrits, c'est le résultat que tu as eu, mais tu n'as pas atteint. Tu n'as pas atteint ça. Si, par exemple, tu as dit que tu voulais... je ne sais pas moi, un taux de 80% minimum et que tu as atteint 70%, c'est ton résultat et tu ne l'as pas eu. Donc, l'indicateur de résultat, généralement, les gens l'assimilent à la réussite, mais ça te donne le résultat que tu as eu. Est-ce que c'est une contre-performance? Est-ce que ce n'est pas une contre-performance? Voilà. En fait, je voulais rebondir juste pour laisser juste un commentaire. J'avais compris aussi en fait que l'indicateur en lui-même pouvait être une valeur en termes de marge en fait, c'est-à-dire qu'on se dit de telle plage à telle plage, on a une valeur d'abord qu'on obtient et cette valeur-là nous indique en fonction des critères
un peu avant, bon, le domaine, ou du moins l'appréciation en fait qu'on a, quoi. C'est ce que j'ai voulu juste, je veux juste commenter. OK. Donc, on passe aux critères. En termes de critères, un indicateur, il doit être clair et précis. Donc, il doit être énoncé clairement dans un langage simple et compréhensible. Simplement parce que pour une personne lambda qui peut-être a besoin d'une information ou peut-être une partie prenante, par exemple, qui n'est pas forcément dans un certain domaine, il faudrait qu'elle puisse aussi comprendre. Donc, si on doit mettre en place un indicateur où la définition ou même les choses ne sont pas assez claires, c'est difficile pour pouvoir savoir effectivement comment est-ce qu'on doit piloter cet élément-là. Ensuite, pour éviter toute approximation improductive, il faut définir le mode de calcul et le périmètre de l'indicateur en sachant que le périmètre est étroitement lié à la finalité. Donc, si par exemple, notre objectif, c'est pour une entreprise donnée, je vais prendre même un exemple d'Orange, par exemple. Orange, Côte d'Ivoire, une entreprise télécom qui a plusieurs gammes de produits, qui a la gamme Internet, qui a la gamme prépayée, qui a la gamme post-payée, etc. Si, par exemple, Orange veut pouvoir avoir son taux d'abonnement mensuel ou bien son taux d'adhérent de sa clientèle à ses produits, il faudrait que le périmètre soit spécifié, c'est-à-dire c'est sur quelle gamme de produits. Est-ce que c'est sur le périmètre post-payé? Est-ce que c'est sur le périmètre prépayé? Est-ce que c'est sur le domaine Internet, etc., etc. Donc, le périmètre, la définition du périmètre permet de pouvoir atteindre ou de piloter efficacement par rapport à la finalité. Parce que si, par exemple, on doit calculer, on veut avoir une vue globale et que sur la vue globale, on calcule prépayé à part, post-payé à part, en termes de définition de mode de calcul, on pourrait ne pas être assez spécifique en fait. Donc, si l'objectif d'Orange, c'est de pouvoir avoir le taux d'adhésion de sa clientèle à la gamme prépayée, le périmètre, c'est la gamme prépayée. Si c'est sur la gamme post-payée, le périmètre, c'est la gamme post-payée, ainsi de suite. Donc, le périmètre dans la définition de l'indicateur est très important à prendre en charge. Et en dernier point, les calculs doivent être simples, fiables et incontestables. Les calculs doivent être simples pour permettre à tout le monde de pouvoir comprendre. Fiables et incontestables pour la simple raison que s'il y a des parties prenantes qui sont d'accord pour mettre en place un indicateur donné X et qu'il y a une partie qui n'est pas d'accord avec le mode de calcul, l'autre partie est d'accord, vous convenez avec moi que cet indicateur-là, il ne peut pas aider à une prise de décision une prise de décision de la direction, pour la simple raison qu'on n'est pas d'accord sur le mode de calcul. Si X dit que c'est sa méthode qui est la meilleure méthode, Y aussi dit que c'est sa méthode, il n'y a pas de cohésion en fait. Donc, les calculs de ces indicateurs-là doivent être fiables et incontestables pour tous ceux qui seront concernés par le pilotage, etc. Ensuite, la pertinence. Il faudrait que ce soit adapté aux besoins et à la stratégie. Et il s'agit ici de ne pas faire un benchmarking du secteur et puis reproduire automatiquement le modèle du secteur. Je crois qu'il y a Moïse qui m'avait posé la question, combien d'indicateurs il faudrait mettre en place? Non, mais je lui avais dit qu'on ne peut pas définir de nombre parce que c'est selon l'objectif et il faudrait que ce soit assez utile, c'est-à-dire que le nombre doit être utile. Si tu dois reproduire automatiquement les indicateurs du secteur, rien ne prouve que c'est adapté à toi, tes objectifs et ensuite à ta stratégie. Voilà. Je ne pense pas qu'une entreprise comme Wave, si elle devait se fixer les mêmes indicateurs que ses concurrents, aurait pu atteindre certains résultats. Donc, tout dépend de ta stratégie et de l'objectif que tu vises. Et également, un indicateur doit être représentatif. Autrement dit, il doit rendre compte
de manière substantielle du résultat attendu. Quand on met en place un indicateur, on s'attend à ce qu'il nous donne un résultat donné qui va nous aider à prendre des décisions fiables et assez efficientes pour l'entreprise. Donc, si je dois mettre en place un indicateur et que cet indicateur-là ne permet pas véritablement d'avancer dans la stratégie ou de pouvoir réajuster même mon plan d'action, cet indicateur-là n'est pas pertinent. Voilà. Ensuite, l'indicateur doit être économique, disponible à un coût raisonnable, c'est-à-dire compatible avec les bénéfices qu'on attend de son usage. Si je prends l'exemple du déploiement d'un ERP et des données qui doivent ressortir de l'ERP, si je dépense des millions, des centaines de millions dans le but d'avoir que l'ERP me propose un tableau de bord avec des statistiques fiables et je me rends compte que les résultats que j'obtiens ou les données que j'obtiens, ces données-là ne sont pas assez fiables ou approximatives. En quelque sorte, ça n'a pas été assez bénéfique pour moi parce que je n'ai pas atteint mon objectif. Économiquement, j'ai perdu, j'ai investi des millions et je me retrouve avec des données qui ne me permettent pas de pouvoir avancer dans ma stratégie. Également, son élaboration doit tenir compte des moyens disponibles et ne pas se faire au détriment de la qualité des prestations fournies par les services. Si un service donné doit produire des indicateurs et qu'à force de chercher comment avoir les données, comment faire ceci, comment faire cela, on n'arrive plus à produire un service fiable à la clientèle de façon économique aussi, on va perdre. Parce qu'au lieu que ça nous aide à atteindre un résultat, à piloter une stratégie, à réussir une action, au contraire, ça nous emmène à fournir une mauvaise prestation. Donc, tout ça, ça doit tenir compte des moyens disponibles. Par exemple, quel est le nombre de personnes qui sont concernées par ça? Combien de personnes doivent travailler sur ça? Comment est-ce qu'on doit obtenir les données, etc., etc. Ensuite, l'indicateur doit être adéquat, donc fournir une base suffisante pour évaluer la performance. Donc, la base suffisante pour évaluer la performance, ça aussi, ça doit être défini. Voilà, parce que pour un indicateur, peut-être qui doit être évalué, je ne sais pas, mensuellement ou trimestriellement, si je n'ai que des données d'un seul mois, vous voyez que la base n'est pas suffisante pour que je puisse naturellement calculer cet indicateur-là. Voilà. Donc, il est nécessaire aussi d'indiquer les informations qui sont utiles, comme je l'avais dit, nécessaires, et comment les collecter. Par exemple, sur les informations financières, je peux les collecter avec un ERP. Pour un site d'e-commerce, je peux collecter avec le site, mais les données du site, Google Analytics, etc., etc. Quelle est la source de données? Et si nécessaire, même indiquer la méthode de collecte. Par exemple, le traitement de l'information peut se faire de manière manuelle ou automatisée à partir d'un interfaçage de système, etc. Comment est-ce qu'on collecte les données? Les données viennent d'où? Comment est-ce qu'on les traite? Etc., etc. Donc, de façon quantifiable. De préférence, un indicateur doit être chiffré. Voilà. Mais il peut parfois être souhaitable de définir des indicateurs qui permettent d'apprécier non seulement la quantité, mais aussi la qualité des prestations fournies. Dans ce cas-là, l'indicateur peut être exprimé à travers une échelle de valeur. Je pense que tout le monde ici a au moins eu une fois à noter une échelle de valeur. Par exemple, un taux de satisfaction clientèle. Le taux de satisfaction clientèle, on peut se référer au nombre de clients qui disent avoir été satisfaits par notre prestation de service. Mais ces clients-là ne sont pas forcément satisfaits aussi au même degré. Peut-être qu'il y en a qui sont un peu satisfaits, il y en a qui sont moyennement satisfaits, il y en a qui sont très satisfaits et il y en a qui sont satisfaits de façon vraiment excellente. Donc, vous voyez que non seulement on peut le quantifier en termes de nombre, c'est-à-dire le total, le nombre de clients, mais également on peut mettre une échelle de valeur pour voir en termes de qualité, comment est-ce que ces clients-là apprécient notre prestation de service. Donc, dernier point, l'indicateur doit être fiable et crédible. La qualité des données doit garantir que les informations obtenues sur les performances sont significatives et valides, ce qui suppose qu'un indicateur doit toujours être vérifiable. On doit pouvoir vérifier l'indicateur qui a été mis en place. Est-ce
est-ce que les données qui sont peut-être produites par la direction comptable, il est nécessaire que, par exemple, la direction logistique, si elle voudrait voir le nombre d'achats et tout ça qui a été enregistré, il faudrait qu'on puisse avoir accès à ces données-là. On doit pouvoir vérifier les données. Parce que des données qui ne sont pas vérifiables, rien ne dit que, effectivement, ce qu'on nous a produit, ça reflète la réalité. Donc, ça nous ramène à une notion de réalité aussi. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que ça reflète ce qui est juste? Voilà. Ensuite, la méthodologie de construction et de production doit être clairement énoncée et connue de tous, de manière à pouvoir l'analyser et l'interpréter en toute connaissance de cause. Voilà. Donc, comme je l'avais dit, tout le monde doit savoir comment est-ce qu'on calcule cet indicateur-là. Il ne faudrait pas que Léopoldine dise que cet indicateur, moi, je l'ai calculé de X façon. Voilà le résultat que j'ai obtenu. Et que Nadège dise qu'elle a calculé de Y façon, voilà ce qu'elle a obtenu. Naturellement, on ne peut pas, si on n'a pas les mêmes résultats, comment est-ce qu'on peut se baser sur ça pour pouvoir évaluer quelque chose? Donc, la méthodologie de construction, comment est-ce qu'on construit cet indicateur-là? Sur quelle base? Ça doit être connu de tous. Et aussi la façon de l'interpréter, la façon de l'analyser. Est-ce que cet indicateur-là doit pouvoir nous permettre de savoir réellement les clients que nous avons eus au cours du mois ou les clients que nous avons eus pour e-service, etc. Et enfin, chaque indicateur doit être soigneusement documenté et faire l'objet d'une fiche signalétique explicitant ses conditions d'élaboration. Donc, ça, c'est la conclusion de tout ce qui a été dit plus haut. Comment est-ce qu'on l'a défini, la méthode de calcul, etc. Comment est-ce qu'on utilise les données, d'où vient la source de données, au fur et à mesure. Voilà. Donc, on va passer au prochain. La fiche signalétique et tableau de synthèse. Donc, la fiche signalétique, le service en charge. Quel est le service qui est en charge? Est-ce le service contrôle de gestion? Est-ce le service logistique? Est-ce le service projet? Est-ce le service marketing? Ensuite, l'intitulé. L'intitulé de l'indicateur. C'est quoi? C'est quel indicateur est-ce qu'on a choisi? La définition de cet indicateur-là. Qu'est-ce que ça représente? Quel objectif est-ce qu'on voudrait atteindre, auquel il se rattache? La nature de l'indicateur. Est-ce un indicateur de résultat ou de pilotage? Ensuite, la source des données, le mode de collecte des données. Est-ce que c'est de façon administrative? Est-ce que ce sont des enquêtes? Est-ce que ce sont des statistiques, etc.? Le service responsable de la collecte de données de base. Le service responsable de la synthèse des données et le délai de disponibilité. Ça nous ramène encore à la notion du temporaire qui a été énoncé plus haut. Ensuite, la valeur de l'indicateur. Est-ce que c'est l'unité de mesure qui a été mise en place? Est-ce qu'on va définir ça par produit, en montant en francs CFA? Est-ce que c'est par kilogramme? Est-ce que c'est par gramme? Est-ce que c'est par tonne, etc. La formule de calcul, comme on l'avait dit plus haut, la liste des sous-indicateurs éventuels. Voilà, parce que dans un indicateur, il peut aussi se rattacher d'autres sous-indicateurs qui rentrent en ligne de compte. Ensuite, la périodicité et l'interprétation des limites. Préciser les modalités d'interprétation. Ça nous renvoie à la notion de comment est-ce qu'on doit l'analyser, comment est-ce qu'on doit l'interpréter, qu'est-ce qu'on doit retenir par rapport à cet indicateur-là. Est-ce qu'on doit le comparer à N-1 pour pouvoir l'interpréter? Est-ce qu'on doit le comparer au mois passé pour pouvoir l'interpréter? Préciser les limites et les biais connus de l'indicateur. Parce qu'un indicateur, naturellement, il faut aussi avoir des limites. Ça peut être limité par rapport à une certaine notion ou à un certain périmètre. Voilà, si également, peut-être qu'au niveau d'un produit, parfois, on n'est pas toujours informé peut-être des avaries et tout ça. Donc, il y a certaines limites qui peuvent rentrer en ligne de compte pour l'indicateur. Et aussi justifier son choix, si nécessaire, et faire des commentaires ensuite.
Donc, on va passer au tableau de synthèse. Bon, par exemple, pour le tableau de synthèse, si je choisis comme indicateur la marge brute mensuelle par produit, le type, c'est le pilotage. Ça me permet de piloter de façon mensuelle au fur et à mesure ma marge brute pour atteindre un objectif annuel d'avoir une marge brute de X montant. Donc, la définition, c'est que ça exprime la capacité de l'entreprise à obtenir des gains sur la vente de ses produits. Le calcul, c'est le chiffre d'affaires par produit, moins le coût de revient par produit. Les informations, on a besoin du nombre de produits enregistrés en achat, on a besoin du montant des ventes qui ont été enregistrées, du prix unitaire des marchandises, qui vont nous permettre de calculer le chiffre d'affaires notamment, le coût de revient aussi des différents produits. La source, il y a l'ERP par rapport aux ventes, il y a le tableau des achats aussi mensuels que le service peut-être logistique ou transit peut nous fournir. La fréquence, c'est mensuel, comme ça a été dit. Les destinataires, il y a le CODIR, il y a le support, ça peut être le service contrôle et gestion, le service logistique, le service achat, le service marketing. Donc, ça, c'est juste un résumé, mais ça peut être adapté à chacun selon les réalités aussi. Donc, on va passer au tâches. Voilà, ça me renvoie à la question de Moïse. Ne pas choisir un nombre important, mais un nombre raisonnable qui mesure les enjeux importants selon les objectifs et qui peut être suivi efficacement. Parce que si tu dois mettre 6 indicateurs ou 2 indicateurs, et qu'au final, il n'y a pas vraiment de ressources nécessaires pour pouvoir les piloter, tu vois que ça ne sera pas efficient, en fait, ni efficace pour pouvoir atteindre l'objectif. Ensuite, il faut éviter ce qu'on appelle les vanity métriques, que sont les indicateurs qui sont agréables à regarder, mais qui ne sont pas efficaces pour la stratégie. Si je prends l'exemple de quelqu'un qui fait du marketing digital, le marketing digital, on sait que ce sont c'est une science qui est beaucoup présente sur les réseaux sociaux et mais qui a pour objectif aussi de pouvoir vendre naturellement les produits, de pouvoir attirer la clientèle. Donc, la vraie finalité finale, c'est de pouvoir accroître la visibilité de l'entreprise, de pouvoir aussi, que cette visibilité aussi se convertisse en valeur, c'est-à-dire que les clients puissent acheter les produits. Parce qu'une entreprise qui est soi-disant visible et que tes produits ne sont pas achetés, bon, ce n'est pas nécessaire. Donc, si je prends l'exemple peut-être de ce qu'on appelle... Il y a Gilles qui a une question pour toi. Il a levé la main. D'accord. Oui, Gilles. Désolé de t'interrompre. Je ne sais pas si... Allons-y, allons-y. La question à la fin ou maintenant là. C'est lié au premier. OK, d'accord. OK. Au niveau de la première étape, ne pas choisir un nombre important, mais un nombre raisonnable, en fait. Qui mesure les enjeux importants. Qui mesure les enjeux importants. Voilà. D'accord. En fait, je voulais juste... bon, là, je me suis... désolé hein, si je fais un parallèle. Bon, comme c'est toujours le contexte. J'avais un peu lu le Babok, c'est Babok. Et puis, j'ai lu aussi des documents connexes, en fait, concernant ici, on parle d'indicateurs, hein, c'est ça. Voilà, en termes d'indicateurs, ils ont fait un parallèle entre les indicateurs qualitatifs et quantitatifs. D'accord, donc, en fait, quand là, je vois ne pas choisir un nombre important, je me dis ici, on veut faire peut-être, on fait un parallèle entre l'indicateur qualitatif et quantitatif, qui est le nombre important, et le nombre raisonnable, c'est qualitatif. Je ne sais pas si je suis bon, en fait, dans ce que je suis en train de dire. Oui, quand on dit nombre important, est-ce que ça renvoie... en fait, vers quoi ma question veut aller, c'est que est-ce que, parce que pour les différents stakeholders, par exemple, dans une entreprise ou bien dans un comment on appelle, dans un milieu précis, est-ce que l'indicateur choisi ne sera pas plus influencé? C'est vrai que vous dites raisonnable, mais je veux dire, est-ce que c'est pas plutôt le choix doit être fait peut-être sur un indicateur qui serait moins influençable peut-être?
bon, quand vous dites raisonnable, je ne sais pas, est-ce que raisonnable veut dire que ce n'est pas influençable par les stakeholders ou pas, en fait? C'est là ma petite question. Parce que je me dis, si on prend un nombre raisonnable, est-ce que ce nombre raisonnable-là n'est pas quelque peu, ne va pas influencer les différents stakeholders que nous avons dans cette atmosphère ou bien dans cet endroit-là quant aux enjeux importants? Est-ce que c'est pas peut-être mieux de peut-être rajouter, hein, moi c'est ma façon de voir, que c'est peut-être un nombre qui est moins influençable aux yeux des autres stakeholders, quoi. Parce que là, ici, je vois que l'indicateur qui est pris ou le nombre qui est pris, c'est raisonnable en fonction de quoi? En fonction des stakeholders ou bien c'est raisonnable aux yeux du marché ou bien c'est seulement en fonction des enjeux importants, en fait, que ce nombre est choisi. C'est ça ma contrainte, en fait, en termes de compréhension de cette partie-là. D'accord. Donc ici, ce à quoi moi je fais allusion, c'est raisonnable en fonction des enjeux importants et des objectifs, et aussi de la capacité à les piloter de façon efficace. Donc, il y a aussi la notion d'efficacité, parce que très généralement, quand il y a plusieurs choses qui sont mises en parallèle, parfois même, il y a des indicateurs qui sont là, et au fur et à mesure, on les perd, on ne les suit plus. Pour la simple raison qu'on les a juste mis en place comme ça. Mais quand c'est relié vraiment à un objectif, et ça a été, bon, j'ai précisé, enjeu important. Voilà, une entreprise peut avoir plusieurs enjeux donnés, mais il y en a qui sont vraiment très, très importants par rapport à la stratégie. Voilà, qui sont très, 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 je veux dire, spécifiques même au cœur peut-être du métier. Et naturellement, si ces enjeux-là sont importants pour l'entreprise, ils ne devraient pas être influençables par les parties prenantes, parce que ça nous engage tous. Ça engage tous les parties, ça engage toutes les parties prenantes, pardon, pour pouvoir atteindre l'objectif. Donc, je pense qu'ici, il faut aussi tenir compte de la notion enjeu important et objectif. Voilà, parce qu'on se réfère toujours à un but donné, c'est d'atteindre quelque chose. Et pour atteindre ce X, ce quelque chose-là ou cette chose-là, qu'est-ce qu'on fait? Et qui peut nous aider à piloter de façon efficace. La notion d'efficacité vraiment est très importante. Parce que si on doit mettre en place plusieurs choses, en même temps, on a 10 indicateurs marketing. Je donne un exemple comme ça. Hein. Ça dépend aussi. 10 indicateurs marketing, 10 indicateurs RH, 10 indicateurs temps. Mais au final, si on doit se retrouver après de 50 ou 60, et qu'au finish, on se retrouve même peut-être en fin d'année à avoir, ou bien de façon périodique, mais ou de façon récurrente, les résultats seulement de 2 ou 3 indicateurs. Est-ce que ça, c'est vraiment assez efficace? C'est pour cela qu'il faut bien traduire les objectifs et puis, en fonction de ça, définir les indicateurs. Voilà, en tout cas, c'est ma compréhension des choses. Le mot raisonnable, ça tient compte vraiment de la... Je voulais savoir, est-ce que tout à l'heure, tu as parlé de NPS qui est un peu lié. Est-ce que dans la compréhension que tu donnes aussi, cela intègre les indicateurs composites, en fait? Tout à l'heure, tu as dit qu'on peut avoir 6 indicateurs. De quoi? Tu as dit tout à l'heure que les RH peuvent avoir 10. Allô, tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui, allô, tu as parlé de NPS, Net Promotion Score. En fait. Net Promotion Score. Allô? Voilà, c'est lié au domaine télécom. Voilà, donc je disais tout à l'heure, tu as donné un exemple sur lequel je souhaiterais mieux peut-être faire ressortir un autre élément. Si c'est possible. Hein? Tu as dit par exemple, les RH ont 10 indicateurs. Allô, tu m'entends ou bien tu ne m'entends pas? Oui, je t'entends bien. Allô? Voilà, donc je dis que tu as dit qu'il peut y avoir différents départements qui ont un nombre peut-être X d'indicateurs qui peut être de 5, 8, 9, ça dépend. Donc, là où je veux peut-être pousser ma réflexion, est-ce que ce n'est pas possible d'avoir des indicateurs composites, en fait? C'est-à-dire que c'est un indicateur, tout à l'heure, tu as dit que le calcul peut être assez objectif et la méthodologie de calcul peut être assez objective. Donc, si la méthodologie de calcul est assez objective définie par l'organisation, est-ce qu'un indicateur ne peut pas être composite, c'est-à-dire qu'il est calculé avec les 10 autres ou bien les 5 autres indicateurs en fonction d'un certain nombre de pourcentages ou de points
qu'on va affecter à chaque indicateur. Je veux dire, est-ce qu'on peut aussi mener cette approche-là aussi à ce niveau-là? C'est possible. Tant que c'est assez clair, précis et compréhensif par tous, c'est possible. Ça renvoie à la notion de clarté, de précision et tout ça. Tant que c'est clair, précis et compréhensif par tous ceux qui sont concernés et que la méthode de calcul est assez bien définie, c'est possible. En tout cas, pour moi, c'est possible. OK, merci beaucoup. Je t'en prie, Gilles. Ensuite, je parlais des vénitimétries. Oui, allô? Bonsoir. Oui, c'est Charles. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais intervenir. Bonsoir, Charles. Oui. Alors, je voulais qu'on ne perde pas de vue le fait que quand on parle de KPI, c'est effectivement rattaché à des objectifs. Si on se réfère à ça, le nombre de KPI qui sera sélectionné doit être a priori lié à cet objectif-là. Autant on aura d'objectifs, autant on aura de KPI. Ce qui est indiqué, c'est qu'il faudrait que chaque objectif ait au minimum 3 KPI et au maximum 5, de ce que je sais, de telle sorte à ne pas, comme tu l'as dit, perdre de vue le suivi et le pilotage après. Donc, si c'est ce que j'ai compris de nombre raisonnable de KPI, voici la réponse que je voulais donner plus ou moins à Gilles en ce sens. Il a parlé aussi de l'objectif du KPI qualitatif et de KPI quantitatif. Oui, quantitatif lorsque ça fait référence aux chiffres, pourcentage, nombre d'adhésions, nombre de recrues. Qualitatif dans la mesure où, si je vais un peu sur les NT, on parlera peut-être de taux de satisfaction, sont des éléments comment je vais dire ça, qui sont pas forcément, je veux dire, qui sont liés aux sensations, aux sentiments, je ne sais pas si je vais l'exprimer ainsi, mais je vais dire c'est personnalisé en fait. On va faire une enquête pour avoir le taux de satisfaction par rapport à un produit, savoir quel est le taux d'adhésion à une manifestation. Oui, sans ces éléments ne sont pas liés à par exemple, des ventes, à un accroissement de chiffres, d'affaires, ainsi de suite. Donc, pour résumer, je voulais dire, effectivement, si je saisis bien la notion de nombre raisonnable ici, oui, c'est entre 3 et 5, et il faudrait le lier aux objectifs. Si on a 30 objectifs et qu'on se base sur le fait qu'on doit avoir au maximum 3 KPI, ça sera de 30 fois 3. Ce nombre ne sera pas forcément vu comme très élevé dans la mesure où on se sera mis tous d'accord qu'on voudrait avoir 3 objectifs. Non raisonnable dépend exactement de ce qu'on veut exactement avoir comme suivi de l'objectif que nous sommes fixés au départ. C'est ça ma petite addition à ce que vous avez dit. Merci, Charles. Donc, on a parlé en étant au stade des vénitimétriques. Les vénitimétriques, comme j'ai dit, sont des indicateurs qui sont agréables à regarder, mais pas très efficaces pour la stratégie. Donc, si je prends une entreprise, Donc, si je prends une entreprise, qui a aussi un volet marketing digital. L'objectif, c'est vrai, c'est d'accroître la visibilité, mais c'est aussi de convertir tout ce taux de visibilité-là en valeur, en vendant plus ses produits, en augmentant sa clientèle. Donc, si je me contente juste du fait que je n'ai que peut-être il y a 10 000 partages, par exemple, pour ceux qui suivent un peu certaines personnes sur les réseaux sociaux, partagez, mettez les cœurs. S'il y a 10 000 partages et qu'il y a peut-être 5 000 vues de notre page et qu'en résultat, je n'ai que peut-être 100 produits qui sont vendus, bon, le nombre de partages, c'est joli à voir, j'ai 10 000 partages, le nombre de vues, j'ai 5 000 vues, mais en termes de valeur, est-ce que c'est vraiment efficient? Parce que je me trouve qu'à 100 sur seulement 5 000 vues ou 100 sur seulement 10 000 partages.
Donc, il faut aussi faire attention à ces indicateurs-là qui ont tendance parfois à réjouir le cœur, mais qui ne permettent pas véritablement d'atteindre l'objectif qui a été fixé. Ensuite, prendre en compte l'avis des parties prenantes dans le processus de sélection des KPI. Comme on a eu à le dire, les parties prenantes sont très importantes parce que ce sont elles qui vont définir les choses, ce sont elles aussi qui vont piloter. Donc, si on doit mettre en place des indicateurs de performance pour les opérationnels et que ces opérationnels ne sont même pas pris en compte, ils n'ont pas eu à donner leur avis, à définir ce qu'ils voudraient être, et ce qu'ils voudraient faire, etc., ce serait vraiment difficile pour le pilotage et aussi pour l'atteinte de l'objectif. Et au fur et à mesure, les indicateurs pourront révéler des faiblesses. Il ne faut pas hésiter à faire une mise à jour et à les améliorer. Donc, des indicateurs peuvent être rafraîchis. En fonction des limites qu'on constate sur le terrain, on peut rafraîchir l'indicateur. Voilà. Et ensuite, pour les indicateurs, comme on a eu tout à l'heure, qui ont pour but d'exprimer la qualité en plus de la quantité, il est possible d'utiliser une échelle de valeurs pour mesurer le niveau de la qualité. Est-ce qu'on a un peut-être pour passable, un pour médiocre, 2 pour passable, 3 pour bon, 4 pour satisfait, 5 pour 7 pour très satisfait, etc. Et ensuite, il faut éviter les indicateurs en valeur absolue dans un contexte évolutif. Qu'est-ce que les gens appellent indicateurs en valeur absolue? Je vous donne un exemple. Pour un établissement donné qui voudrait peut-être, par exemple, avoir pour les résultats du baccalauréat 500 admis. Ils veulent 500 admis. Mais vous savez que 500 admis, ça peut aussi évoluer en même temps avec le nombre de personnes inscrites. Donc, si on a 500 admis sur 10 000 personnes inscrites, bon, ça, c'est pas efficace. Voilà. Et ce genre d'indicateur-là, il est toujours bien de pouvoir mettre un pourcentage. C'est pour cela que plus haut, quand j'ai parlé du TOEFL, j'ai donné le taux d'admission de 80%. Là, c'est clair. Donc, même si on a 500 admis et que ça respecte notre taux de 80%, on est bon. Mais si on a 500 admis et qu'on a 20% de taux d'admission, ce n'est pas vraiment efficace. On est en dessous même de la moyenne. Donc, on va passer au cas pratique. Un cas pratique qui a voulu sortir un peu du conventionnel. Donc, j'ai choisi comme cas pratique quelques éléments du projet de la CAN en Côte d'Ivoire. Donc, au niveau du projet de la CAN, on a l'aspect financier, on a l'aspect organisationnel et on a l'aspect sportif. Donc, sur le plan de l'aspect financier et organisationnel. Allô, Nadège? Ensuite, oui. Sur l'aspect financier et organisationnel, le but de la CAN, c'est aussi de pouvoir accroître le tourisme, tel que j'ai vu un peu les objectifs qui ont été fixés par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Donc, ces objectifs-là, je n'ai juste fait que copier et coller sur certaines sources. Vous avez une source en bas, Afrique sur cette actualité. Voilà. Donc, je n'ai rien changé quant à Léopoldine, on ne t'entend plus. « 2025 et relever la contribution du secteur touristique au PIB de 10% d'ici 2025. Donc, on va évaluer ces objectifs tels que définis. Est-ce que ça respecte les critères SMART? Quand on prend l'objectif revalorisation de la... Allô, Nadège? Je ne sais pas. Allô, Nadège? OK. Donc, quand on prend l'objectif revalorisation de la baie de Cocody, réhabilitation des établissements et patrimoine hôtelier de l'État, est-ce que c'est spécifique? Oui. Parce qu'ils ont dit qu'ils veulent revaloriser. Ils veulent revaloriser la baie de Cocody, ça lui donner une autre valeur. Réhabiliter des établissements et patrimoine hôtelier de l'État. Donc, l'objectif spécifique, c'est la revalorisation et la réhabilitation. Est-ce que c'est mesurable? Non. Pourquoi
Pourquoi? Parce qu'on nous dit revalorisation, mais revaloriser à quelle valeur, par exemple? Réhabilitation, mais réhabiliter peut-être à quel coût? Qu'est-ce qu'on veut attendre en termes d'objectifs, peut-être de visitation de ces patrimoines hôteliers et tout ça? Est-ce que c'est atteignable? Oui, parce que revaloriser, je pense qu'on peut revaloriser la baie, tout dépend des moyens, bien sûr, qui ont été déployés, et réhabiliter. Est-ce que c'est réaliste? Oui, parce qu'on peut réhabiliter, ce sont des bâtiments qui sont déjà là, on peut les réhabiliter, on peut les revaloriser. Mais est-ce que c'est temporairement défini? Non, parce qu'ils ne nous ont pas donné de délai. Ça a juste été mis révalorisation de la baie, réhabilitation, point. Ensuite, le deuxième point, porter le nombre de visiteurs à 5 millions dans le Allô, pays. Léopoldine, s'il te plaît. Par rapport à la baie de Cocody, là, je ne suis pas un grand homme des constructions. Je veux savoir, toujours dans notre compréhension du terme, est-ce qu'on peut revaloriser une infrastructure qui n'a pas encore révélé sa valeur, en fait? Parce que moi, je pense, je comprends comme ça, hein. Je me dis, le thème revalorisation, il y a un préfixe revalorisation. C'est-à-dire qu'il y a une valeur qui peut-être est déjà présente et maintenant, on essaie de la faire ressortir. Donc, je me demande même, est-ce que la baie de Cocody est terminée en termes... Est-ce qu'on ne doit pas, avant d'évaluer un objectif, est-ce qu'on ne doit pas voir s'il est applicable d'abord avant de l'évaluer, en fait? C'est ce que je veux juste comprendre dans notre parce que je me dis, voilà, non, on peut l'appliquer à d'autres cas, pas forcément pour la baie. Je me dis, un objectif qui m'est donné, qui n'est pas encore applicable, comment est-ce qu'on peut déjà, bon, je ne sais pas, hein, comment est-ce qu'on peut le mesurer un peu comme tu le fais. En fait, c'est juste pour mieux comprendre, parce que je me dis, est-ce que la baie même est déjà visible? Parce qu'on ne voit, bon, techniquement, moi, je n'ai pas encore vu la finition de la baie. Donc, je me demande, est-ce que la valeur même présente là, il n'y a pas encore la valeur? Donc, sûrement la révalorisation. Moi, je ne vois pas trop. Je verrais peut-être un peu plus de non même que de oui, en fait. C'est ma façon de voir, en fait. D'accord. Bon, déjà, bon, moi, je me suis dit qu'ils ont sûrement donné une valeur peut-être du terrain, par exemple. Du terrain. Bon, la baie, il y a un terrain qui est là. Il y a aussi d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte, peut-être la vue sur la lagune, etc. Donc, je me suis dit qu'en termes de valeur, ils ont tenu compte de ça parce que souvent, il y a des restaurants qui ont un certain coût. Quand ils ont une vue sur une vue sur la lagune, etc., les prix, ce n'est pas toujours pareil quoi, que d'autres restaurants. Donc, je me suis dit qu'ils ont tenu compte de l'environnement là aussi pour parler de leur revalorisation. Donc, voilà. En fait, c'est comme ça que j'avais compris leur objectif tel qu'ils ont défini. Sinon, ce que tu dis aussi est quand même fascinant. OK, parce que je me dis que si on est dans une entreprise que ce qu'on veut faire vérifier là, c'est un objectif qui n'est pas encore né, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas encore vu. Et puis, on dit, bon, essayez de voir si il est smart, alors qu'on sait que c'est en construction. Je veux dire, bon, en termes informatiques, on va dire non, la solution même n'est pas encore développée. Et puis on dit non, essayez de voir les objectifs de la solution. Bon, donc je vois un peu que je suis un peu coincé, quoi. Mais bon, je dis, comme c'est toujours une réflexion qu'on mène ensemble, je pense qu'on pourra toujours partager, quoi. D'accord. Ensuite, ils ont dit porter le nombre de visiteurs à 5 millions dans le pays, soit 3 millions depuis qu'en 2019. Bon, spécifique. Je pense qu'il y a d'autres qui veulent réagir. Hein, il y a Charles qui a levé la main. D'accord, Charles. Oui, Léopoldine, bonsoir. Bonsoir, Charles. Bon, c'est Idrissa. C'est pour répondre Idrissa. Bonsoir, Idrissa, pardon. Voilà, l'intervenant qui vient de finir. Je pense qu'en parlant de révalorisation de la baie de Cocody, vous savez, autant on avait les cafés de Rome qui étaient visités et il y avait un restaurant en bordure de la lagune, voilà, qui était utilisé. Donc, je pense qu'en parlant de révalorisation, ils font suite à tout cela, puisqu'il y avait un existant. Donc, c'est cet existant-là
qu'ils vont essayer d'améliorer, essayer de donner une autre couleur à la chose. En tout cas, c'est ma compréhension du thème. Oui, je suis tout à fait aligné avec Idrissa. Je pense que on a tous vu qu'ils ont rasé le café de Rome qui était là, le restaurant apparemment. Aujourd'hui, on voit l'hôtel Noon qui Georges la Lagune. Tout ça fera que les touristes viendront de plus en plus en Côte d'Ivoire et l'hôtel certainement affichera des prix au standing d'ailleurs, quoi. Donc, je pense que c'est en cela que le RE est venu en début, quoi. Je pense bien. D'accord. Donc, un deuxième point, ils ont dit porter le nombre de visiteurs à 5 millions dans le pays, soit 3 millions de plus qu'en 2019. Donc, spécifique, pour moi, oui, parce qu'ils veulent augmenter le nombre de visiteurs. Mesurable, oui, le nombre de visiteurs à 5 millions, ça a été précisé. Est-ce que c'est atteignable? Bon, je pense que oui, pour un pays comme la Côte d'Ivoire, parce qu'on a beaucoup de sites touristiques et il y a d'autres choses même qui sont en train d'être mises en place et tout ça pour accroître le tourisme. Est-ce que c'est réaliste? Pour moi aussi, oui. Pour un pays que nous sommes aussi, je pense que quand même avec les moyens qui sont déployés, avec la Coupe d'Afrique qui va emmener beaucoup de personnes à venir dans le pays, en visitant le pays, je pense qu'ils seront captivés, ils voudront encore revenir pour plus de séjours. Donc, pour moi aussi, c'est réaliste. Mais est-ce que c'est temporairement défini? Non, parce qu'ils ont juste dit soit 3 millions de plus qu'en 2019. Donc, 3 millions de plus par rapport à quoi? Est-ce que c'est juste peut-être qu'en 2023? Est-ce que c'est en 2024? Est-ce que c'est en 2025? Est-ce que c'est en 2026? Etc. Ensuite, faire de la Côte d'Ivoire la 5e destination Afrique d'ici 2025 et relever la contribution du secteur touristique au PIB de 10% d'ici 2025. Donc là, spécifique pour moi, oui, parce que c'est d'accroître la visibilité de la Côte d'Ivoire. C'est l'objectif, c'est de faire de la Côte d'Ivoire la 5e destination Afrique. Pour la 5e destination Afrique, je suppose qu'il y a des statistiques qui sont mises en place au niveau des agrégats et tout ça économique. Ça, c'est le domaine des statisticiens pour savoir quel pays a tel nombre de visiteurs par an. Donc, ils doivent forcément avoir ces données-là. Est-ce que c'est mesurable? Bien sûr que c'est mesurable parce qu'ils ont l'objectif de nous faire de la Côte d'Ivoire 5e destination Afrique et aussi la contribution du secteur touristique au PIB de 10%. Donc, on va passer, je crois que j'ai dû voir c'était à 7% actuellement. Ils veulent passer de 7% à 10%. Donc, c'est mesurable. Est-ce que c'est atteignable? Oui, c'est possible avec les moyens qui sont développés. Est-ce que c'est réaliste? Je pense aussi. Est-ce que c'est temporairement défini? Là, ça a été défini parce qu'ils ont mis d'ici 2025. Donc, le temps, c'est de 2022, là, je crois, jusqu'en 2025, soit 3 ans. Donc, voilà un peu la comparaison qu'on a fait ensemble. Ensuite, en termes d'infrastructure, ils ont parlé de l'AS routier Abidjan-San Pedro. Je pense que tout le monde sait que la routière est un peu dégradée. Il y a Moïse qui a une question, excuse-moi. D'accord, Moïse. D'accord, désolé. Non, pas La question se situe au niveau de... Je voulais revenir d'abord sur les 4 pays qui sont des résultats et plus de... Les 4 pays. Pardon, excusez-moi. On avait parlé des indicateurs, pardon, de résultats et puis d'accord. Voilà. Avec l'exemple que tu as pris concernant le tourisme, on avait dit que les indicateurs là doivent respecter un certain nombre de critères SMART. Donc, avec combien de oui ou bien avec combien de oui, par exemple, quand tu mettais, par exemple, pour le tourisme, le premier objectif, tu as mis spécifique, tu as mis oui, après tu as mis oui, après tu as mis non, tu as mis non. Est-ce que, bon, c'est une question un peu pour pouvoir savoir. Avec combien de oui, on peut donner un indicateur de résultat en fonction de l'objectif. Je ne sais pas si j'ai bien posé ma question. Je ne sais pas si ma question. En fait, je ne sais pas trop la question. J'essaie de bon, je reformule. Je vais être un peu plus explicite. On a vu tout à l'heure des indicateurs de résultats et puis des indicateurs j'ai oublié le nom
On avait deux indicateurs. Des indicateurs de résultat. Ici, les indicateurs de pilotage. De pilotage, c'est ça. Maintenant, on a vu que quand on veut donner des indicateurs, ça doit respecter un certain nombre de critères. Donc, parmi ces critères, ça doit être spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et puis temporaire. Si ça ne correspond pas à ces critères, on ne peut pas donner un indicateur à un objectif. Jusque-là, tu me suis? Oui. D'accord. Donc, on va donner un indicateur de résultat en fonction des critères à respecter. Avec combien de oui, selon le SMART, là, on peut donner un indicateur de résultat, ou bien avec combien de non, on peut donner un indicateur de résultat. Oui. OK. Bon, déjà, l'indicateur de résultat ou de pilotage, ça tient compte de l'objectif, de la finalité. Voilà. Si je prends le début ici, ce dont on a échangé avec Gilles et puis aussi M. Idrissa, on a parlé de la revalorisation de la baie de Cocody. Donc, comme indicateur on a dit que, voilà, bon, ça c'est ce que moi j'ai dit, est spécifique, oui, mesurable, Mais par exemple, ici, ce n'est pas mesurable. Déjà, ce n'est pas mesurable. Donc, ce serait difficile même de mettre en place un indicateur. Parce qu'on va mesurer par rapport à quoi. Voilà. La revalorisation, il y avait une valeur ils ont juste mis revalorisation, mais revaloriser par rapport à quoi? Est-ce que c'est revaloriser peut-être l'ensemble? Est-ce que c'est revaloriser le taux de visitation? Est-ce que c'est revaloriser, mais revaloriser quoi? Donc ici, moi, j'ai mis mesurable, donc parce que il n'y a pas de critères sur lesquels, vraiment quantifiables, sur lesquels il faut s'appuyer. Ils ont juste mis revalorisation, tel que c'était défini. Je précise ça parce que je me dis que dans le draft, sûrement là-bas, dans le projet, ils sont allés beaucoup plus loin, quoi. Mais tel que ça a été mis comme ça dans les journaux, là, ce n'est pas assez explicite. Voilà. Donc, l'indicateur, ça tient compte de comment est-ce que le projet même, l'objectif même a été fixé. Quand je vois réhabilitation des établissements et patrimoine hôtelier, réhabilitation, oui, on va réhabiliter, mais on réhabilite pour atteindre quoi au juste? On va réhabiliter, oui, mais quel est le niveau qu'on doit atteindre? Si on doit réhabiliter un patrimoine hôtelier, est-ce que c'est pour devenir 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles ou 5 étoiles? Je ne sais pas si je me fais comprendre un peu par rapport à la différence. Réhabilitation des établissements, pour moi, c'est vague. Si on me dit réhabilitation pour atteindre un niveau 5 étoiles, là, il y a une valeur à atteindre, il y a une norme à atteindre. Donc, en fonction de ça, on peut mettre en place des indicateurs, peut-être taux peut-être je ne sais pas moi, de chambres VIP. Quel est le nombre de chambres VIP peut-être à mettre en place? On peut l'utiliser. Mais quand on met réhabilitation simple, tu ne sais pas vraiment quel objectif clair tu dois atteindre. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Oui. D'accord. Donc, on va avancer. D'accord, merci. Allô? Oui, c'est encore moi, Charles. Moi, je pense que la question de moi, c'était de savoir avec combien de oui, suivant ton exemple, combien de oui? Combien de oui on pourrait avoir un objectif SMART. Alors, ce que j'allais ajouter, c'est que ces critères-là sont cumulatifs. Pour dire, il faudrait que les 5 soient respectés. En d'autres termes, il faudrait qu'on ait 5 oui, et non 4 oui, 1 non, ou 3 oui, 2 non. C'est 5 oui que tu dois avoir si tu dois analyser la chose comme ça. Parce que si tu enlèves un critère, ce n'est plus SMART. Ça devient, si on enlève mesurable, ça devient SART au lieu de SMART. Donc, c'est plus complet, quoi. Donc, au thème des infrastructures, on a parlé de l'as routier, Abidjan-San Pedro, ils ont dit délai du chantier, 15 mois. La rénovation d'un linéaire de 93 km, l'élargissement d'un tronçon de 10 km avant Dabou et l'amélioration du réseau de drainage et d'eau usée pour réduire les inondations. Bon, on va voir on va comparer ça par rapport aux composants des objectifs. Est-ce qu'il y a une finalité? Est-ce qu'il y a une métrique? Est-ce qu'il y a une valeur de départ? Est-ce qu'il y a une valeur cible? Donc, pour la rénovation, la finalité, c'est la rénovation. On veut rénover la route. La métrique, on veut rénover 93 km. Donc, on a mesuré, on doit rénover 93 km de route. La valeur de départ,
c'est 93 km en dégradation. Parce que si on doit rénover, c'est que c'est en dégradation. Et la valeur cible, c'est la route dans un état praticable. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une route en état praticable, de pouvoir réduire aussi le temps que les gens font. Pour ceux qui ont déjà utilisé ce tronçon-là, c'est plus de 8 heures pour juste faire quelques kilomètres. Et d'après certains usagers, ils sont en train de refaire la route et ça réduit considérablement le temps qu'ils font. Donc, la valeur cible, c'est de pouvoir avoir une route dans un état praticable, de permettre aussi aux usagers de pouvoir réduire le temps qu'ils font sur la route, mais également aussi d'augmenter le volume de transactions commerciales entre Abidjan et San Pedro. Donc, pour moi, ça respecte les composantes de l'objectif. Il y a une finalité, il y a une métrique, il y a une valeur de départ et une valeur cible. Maintenant, le deuxième objectif ici, qui a été mis, l'amélioration du réseau de drainage et d'eau usée pour réduire les inondations. La finalité, c'est quoi? Ils ont mis amélioration du réseau de drainage. Métrique aucune. Parce qu'on améliore le réseau de drainage, mais on améliore quelle quantité au juste? Quelle est la quantité que ce réseau-là va pouvoir drainer? Quelle est la capacité que ce réseau va pouvoir drainer? Quel est je sais pas, je dois dire, le litre peut-être par seconde ou par minute que le réseau va pouvoir drainer? Tout ça, ce sont des mesures qui peuvent être prises en compte. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas pris ça en compte. Je dis que les journalistes l'ont écrit. Donc, la métrique ici, on n'a pas de métrique. On ne sait pas la capacité, c'est quoi, le niveau de drainage, ce sera quoi, etc. Valeur de départ, ça n'a pas vraiment été suffisant. Ils ont juste mis amélioration. Bon, actuellement, on est à quel niveau? On veut atteindre quel niveau? Si on s'en tient aux dernières inondations, on peut dire que, par exemple, on est à un niveau passant ou même à 2 niveaux médiocres. Voilà, donc la valeur de départ, on pourrait dire, par exemple, que actuellement, on a telle capacité de drainage qui conduit pendant des inondations vraiment très compliquées au niveau de la ville d'Abidjan. La valeur cible, on a juste mis amélioration. On veut cibler quoi? Non spécifié, puisqu'il n'y a pas de valeur de départ qui était clairement définie. On était à quelle capacité de drainage? On était à comment est-ce que le réseau était? C'est-à-dire, est-ce que le réseau de drainage pouvait drainer, je ne sais pas moi, 1000 litres ou bien combien de litres par seconde? Est-ce que la valeur cible, maintenant, veut passer à 5000? À 5000, etc. Voilà. Donc, tel que j'ai analysé, ici, le deuxième, par exemple, on a une finalité, mais métrique, on ne sait pas. La valeur de départ, ce n'est pas vraiment clairement défini, la valeur cible, etc. Ensuite, on va passer au domaine sportif. Le domaine sportif ici, l'objectif, c'est de quoi? Remporter la Coupe d'Afrique une troisième fois après le troisième sac en 2015. Donc, ça, c'est le domaine sportif, c'est ce qu'on voudrait. Mais le domaine sportif aussi, ça passe par la qualité des infrastructures. Donc, au niveau de Yamoussoukro, on avait vu que le stade de Yamoussoukro avait été homologué, mais homologué de façon partielle. Le stade n'a pas encore été homologué de façon totale. Donc, le résultat est juste partiel. Et j'ai regardé un peu les exigences de la CAF, qui a donné un certain nombre de choses et tout ça. Et ça nous renvoie encore à la notion d'exigence des parties prenantes. La prise en compte comment on appelle ça, des points, des notions des parties prenantes. Voilà. Et qu'est-ce que la CAF a dit? La CAF a dit, par exemple, de toutes les portes et tous les portails d'entrée doivent être opérationnels et clairement indiqués par une signalisation internationale. Donc ici, ça nous renvoie encore à ce qu'on avait dit plus haut, au contexte. L'analyse du contexte, ça permet d'être plus efficace et aussi efficient. Ici, nous organisons une compétition internationale. Donc, si on organise une compétition internationale, on doit être aux normes internationales. On ne peut pas tenir compte de la réalité peut-être seulement ivoirienne. Donc, ici, la CAF a demandé à ce que les signalisations soient internationales. Donc, dans la prise en compte des objectifs et tout ça, des indicateurs, il faut aussi parfois tenir compte du contexte. Il faut même tenir compte même du contexte. Ça permet d'être plus réaliste, plus efficace, plus efficient, comme vous l'avez dit. Et ensuite, ils ont dit aménager des accès et des places réservées aux spectateurs handicapés.
Donc, ici, vous voyez que cet indicateur, si on prend comme indicateur le nombre de places du stade, on a un stade de 20 000 places, mais un stade de 20 000 places où il y a une partie des spectateurs en griffe par rapport à la motricité et tout ça qui est préoccupé, vous voyez que l'indicateur nombre de places, il est insuffisant. On a un nombre de places seulement en griffe pour les personnes valides. Et ces personnes handicapées n'ont pas été prises en compte. Donc là, cet indicateur-là doit être rafraîchi et ses objectifs doivent être redéfinis. C'est-à-dire qu'il faut trouver la place pour installer des personnes en situation de handicap. Donc là, c'est le lieu de mettre ça à jour et puis de l'améliorer. Par exemple, combien de nombre de places on va réserver aux personnes en situation de handicap? Quel est comment on appelle ça? Où est-ce qu'on va installer, par exemple, ces sièges-là pour permettre à ces personnes en situation de handicap de pouvoir accéder facilement au stade? Et tout ça sont des indicateurs. Est-ce qu'on doit prendre en compte aussi la sécurité de ces personnes-là, des personnes en situation de handicap et tout ça, pour ne pas que s'il y a un débordement, ces personnes-là puissent en griffe être, subir des dommages, etc. Donc, tout ça, ça doit être rafraîchi, vu que maintenant, il y a une notion qui s'est ajoutée par rapport à la valeur du départ. Et ensuite, la CAF a demandé d'installer des fauteuils adaptés pour les VIP et que le stade dispose des sièges pour les VIP et non pour les VIP. Donc, vous voyez que ça aussi, on peut rapporter ça au critère de vénitimétrie. On pourrait dire que on a un stade de 20 000 places, on a des sièges VIP, alors qu'en réalité, les sièges VIP ne correspondent même pas à ce que la CAF ou les normes internationales qui renvoient aux VIP. Donc, vous voyez que là, à vue d'œil, ça allait alléchant, ça allait intéressant. On a des places VIP, mais ça n'atteint pas un objectif final qui est d'avoir en plus des VIP, des chaises aussi VIP. Voilà. Donc, c'est un peu ce genre de choses qu'il faut prendre en compte. Ensuite, on va parler un peu du domaine sportif. Voilà, j'ai voulu choisir ce domaine-là pour qu'on sache que les indicateurs de performance, ce n'est pas seulement lié en griffe aux entreprises formelles qu'on a l'habitude de voir, mais ça concerne toute chose où il y a un intérêt, où il y a un objectif. Voilà. Donc ici, j'ai choisi comme exemple, sur le plan de la performance sportive, au plan du football, j'ai choisi comme exemple les gardiens de but. Donc, le service en charge de l'indicateur de performance, ici, joueur professionnel, M. Sangaré Badra Ali, qui est notre gardien actuellement titulaire. Ensuite, qui est-ce que la source de données, c'est ça? Les analyses vidéo. En plus du joueur professionnel, il y a des analyses vidéo qui seront responsables de contribuer à l'indicateur de performance. Donc, non à définir, parce que je ne sais pas qui c'est. L'entraîneur d'un gardien non à définir. Le staff technique, M. Gassé, son staff. L'indicateur ici que j'ai choisi, c'est le taux d'arrêt d'occasion de but par match dans le but d'être performant et remporter la Coupe d'Afrique. Donc, en intitulé ou en définition, l'indicateur que j'ai choisi, c'est le taux d'arrêt d'occasion de but par match. Par match, donc, ça a été spécifié. Le périmètre, c'est par match. Dans le but d'être performant et remporter la Coupe d'Afrique. Et quel est cet indicateur? La nature, c'est un indicateur de pilotage parce que ça va permettre au gardien, M. Sangaré, de pouvoir revoir les erreurs qu'il a eu à faire durant le match et de plus les reproduire au match à venir. Voilà. Le périmètre de l'action, puisqu'on parle d'occasion de but ici, le périmètre, par exemple, les pénaltys qui manquent le cadre ainsi que les tirs non cadrés au cours du match ne sont pas inclus. Donc, dans le taux d'arrêt d'occasion de but, si un joueur, en tirant son pénalty, il a tiré sur le poteau ou il a tiré hors du cadre, ça ne fait pas partie des données à prendre en compte pour calculer le taux d'arrêt d'occasion de but de M. Sangaré Badra. Également, voilà, et les tirs non cadrés aussi, comme je l'avais dit. Ensuite, le deuxième point, la source des données. Le mode de collecte des données, ça sera les statistiques durant les matchs. Par exemple, actuellement, il y a les éliminatoires, donc ça fait des statistiques durant les éliminatoires et tout ça.
Le service responsable de la collecte des données de base, les analyses vidéo, parce que ce sont eux qui collectent des vidéos et qui regardent les actions, qui notent les actions et tout ça. Et le service responsable de la synthèse des données. Comment est-ce qu'il faut compiler ces données-là? Donc, on a l'analyse vidéo. Et il y a également l'entraîneur des gardiens que j'ai mis en phase aussi. Et la périodicité, c'est après chaque match. Donc, quand la Coupe d'Afrique va commencer, après le premier match, normalement, M. Sangaré Badra devra avoir ses statistiques du premier match pour ne pas nous reproduire ses erreurs au deuxième match. Ensuite, la valeur de l'indicateur, l'unité de mesure, le pourcentage d'arrêt, la formule de calcul, les tirs cadrés reçus, moins les buts encaissés sur les tirs cadrés reçus. Donc, ça va nous donner le pourcentage de, voilà, le pourcentage de ce qu'il a arrêté par rapport au nombre de buts et tout ça, des tirs cadrés qu'il aurait reçus. Et la liste des sous-indicateurs éventuels. Voilà. Il y a Gilles qui m'avait demandé s'il y a des indicateurs qui peuvent être compilés et tout ça. J'ai dit, tant que c'est clair et précis, c'est possible. Par exemple, ici, des sous-indicateurs, il y a le nombre de buts encaissés qui vont rentrer en ligne de compte pour pouvoir calculer. Il y a le nombre de tirs cadrés qui rentrent en ligne de compte. Il y a le nombre d'arrêts également qui rentrent en ligne de compte. Et la périodicité, comme je l'ai dit, c'est après chaque match. Ensuite, l'interprétation et les limites. Les modalités d'interprétation. Donc, c'est pour analyser la performance du gardien dans le cours du jeu et quand le jeu est arrêté. Parce qu'un gardien peut-être qui arrête, qui a 10 arrêts au cours du match, rien ne dit que pendant un pénalty, il pourra arrêter le pénalty, il peut arrêter peut-être 3 tirs au but sur 5. Donc, si le périmètre est spécifié, là, on analyse au cours du jeu quand le jeu est arrêté. Donc, tout ça, le taux d'arrêt nous permet de voir combien de pénalty il arrête, combien de tirs il arrête au cours du jeu, etc. Et comparer ça aussi peut-être au match passé. Est-ce que le match 2, on va comparer le match 2 par rapport au match 1, est-ce qu'il a progressé, est-ce qu'il n'a pas progressé? On va comparer le match 3 par rapport aux 2 derniers matchs, est-ce qu'il a progressé, est-ce qu'il n'a pas progressé, et ainsi de suite jusqu'à la finale, Inch'Allah. Les limites de l'indicateur, que par exemple, tous les tirs cadrés, si on veut regarder la définition, un tir cadré, c'est un tir qui se dirige vers l'intérieur du but adverse. Donc, si on se base sur cette définition-là, tous les tirs cadrés ne sont pas forcément déviés par le gardien. Ça peut être dévié par un défenseur. Donc, partant de ce fait, il y a une limite. Peut-être que le tir a été dévié par Eric Bailly, mais quand même, c'est un arrêt puisque ça fait partie des tirs cadrés qu'il a reçus. Voilà, mais qui n'a pas été converti en occasion de but. Et la justification du choix, le choix de l'indicateur dira le gardien de l'équipe nationale a amélioré ses performances, voilà, en vue durant la compétition également. Donc, ensuite, ici, j'ai voulu donner un peu les statistiques que j'ai pu avoir sur le gardien. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir les statistiques qu'il a avec l'équipe nationale. Mais quand on regarde ici, je veux qu'on s'intéresse par exemple ici au pénalty. Vous voyez qu'il a reçu 7 pénaltys au total. Il y a 6 pénaltys qui ont été convertis en but. Donc, un seul pénalty arrêté. Donc, notre gardien de but, au vu de ces statistiques-là, n'est pas performant sur les pénaltys. Il n'a arrêté qu'un seul pénalty sur 7 au cours de 2 saisons. De la saison 2017 à 2019 dans son équipe en Afrique du Sud. Voilà. Ensuite, on a le gardien, notre gardien, je ne sais pas si c'est ex-gardien ou pas, mais notre gardien Sylvain Boro, qui a été champion en Coupe d'Afrique 2015. Quand on regarde les statistiques de Boro en 2015, par exemple ici, vous voyez qu'en termes d'arrêt, il avait 81% de taux d'arrêt. Voilà, 81%. Penalty, un penalty encaissé. Donc, il n'a pas pu arrêter des penaltys. Mais quand on regarde toutes ces sélections en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire en 9 ans de sélection, il a eu 5 penaltys au total, 4 penaltys convertis, 0 arrêté. Je pense que l'autre, ça c'est penalty manqué, c'est-à-dire que le joueur lui-même, il n'a pas tiré dans le cadre. Donc, vous voyez que les gardiens de but de la Côte d'Ivoire, on pourrait dire qu'en termes de pénalty, ils ne sont pas performants. Peut-être que c'est pour ça que depuis, on nous élimine toujours au petit but aussi.
Très bonne analyse, en point. tout cas. Un dernier point. J'ai pris comme exemple le gardien de l'équipe d'Égypte passée, M. Gabaski, qui a été sujet à vraiment un buzz au cours de la finale. On peut voir son anti-sèche qu'il a juste à côté de sa photo, où il avait le nom des joueurs de l'équipe du Sénégal, le côté où il tirait le plus en général, et qui a permis qu'il arrête beaucoup de tirs, hein, même si au finish, bon, les joueurs ici ont aussi raté. Mais quand on regarde, par exemple, ici, taux d'arrêt de Gabaski en termes de performance, on a à 100%. Bon, ça, c'est le site qui dit, hein, mais on a regardé un peu aussi les matchs. Il a à 100%. Bon, quand même, on pourrait dire peut-être 90 et quelques. En termes de pénalty, ici, ils n'ont pas compté les pénaltys qui sont allés hors du cadre. Ici, il a 2 pénaltys. Un encaissé, un arrêté dans 50%. Mais quand je regardais d'autres statistiques, il a l'habitude d'arrêter les tirs. Donc, ici, on a Gabaski qui a 50% de taux d'arrêt de pénalty et 100%, bon, selon les sites en termes de performance de taux d'arrêt total. Et vous voyez qu'ici, Gabaski, lui, il a un instrument de pilotage clair. C'est clair ici. L'indicateur de performance te dit que Sadio Mané tire du côté gauche, il va du côté gauche. Donc là, ça nous renvoie à l'importance des indicateurs de performance dans tous les domaines. Ce n'est pas seulement pour une entreprise donnée. En tant que personne, en tant que professionnel aussi, on devrait nous-mêmes aussi se donner des indicateurs de performance pour voir si on atteint nos objectifs ou pas. Voilà. Donc, c'est par ça que je conclue mon petit partage du jour. Je suis ouverte à toute contribution, également toute question, s'il y en a. Voilà. Merci beaucoup. Franchement, on a apprécié la présentation et on a compris en fait que tu es une fanatique de football. Donc, merci pour ce cas pratique là. Je pense que ça a résumé, c'est moi. ça a bien résumé en fait notre compréhension des indicateurs de performance. Donc, si vous avez toujours des questions, je pense qu'on a quelques minutes encore, donc vous pouvez les poser. Merci.